vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, avec Michael Zamès. Bonjour Michael, nous sommes ravis de vous recevoir, Jean-Louis Borloo, pour ce livre Libre et engagé, qui est un livre de fond sur votre engagement politique et avec un certain nombre de précisions. Il y a aussi le poids de l'actualité. Je sais que le matin, vous n'êtes jamais très friand de répondre à ces questions-là, mais dans le livre, clairement, vous êtes favorable au vote des étrangers. Là, on est dans une situation où, clairement, le président de la République est contre, et qu'après le demi-succès ou le demi-échec du discours de Toulon, on a l'impression qu'il a vraiment envie de reprendre la parole sur ce thème pour relancer sa candidature. Est-ce que vous trouvez ça opportun ? C'est une proposition socialiste. Il est normal que la majorité s'exprime. J'ai noté que c'était François Fillon qui défendrait la position du gouvernement au Sénat. Bon, moi, de tout temps, à l'époque, en 2000, je sais plus quand c'était, je crois qu'on était deux avec Gilles de Robien, à ne pas être hostile, voire favorable. Moi, je comprends bien les arguments de ceux qui sont contre. Il n'y a pas de décision sans difficulté. Néanmoins, je considère qu'à chaque fois qu'on peut tendre la main, à chaque fois qu'on peut créer de la cohésion, il faut le faire. Il faut le faire sur ce sujet-là, il faut le faire sur des tas d'autres sujets. Je n'ai pas changé d'avis, bien entendu. Alors lui, il considère que c'est une manière de gagner peut-être la présidentielle à droite. Eux, vous leur répondez un petit peu partout dans le livre que justement, il s'agit de cohésion sociale et que le meilleur moyen d'imposer une sorte d'alliance entre le CAC 40 et les quartiers, c'est justement de changer de politique, c'est-à-dire de ne rien nettoyer au Karcher, pas de casse-toi pauvre con, et justement le dialogue. Pourquoi ne vous entendez pas ? Le dialogue et le respect. Vous vous souvenez que l'état de nos banlieues à l'époque, le sujet ne concerne pas que les banlieues. Le sujet, il est absolument républicain et normal. Bon. Et je rappelle que les étrangers communautaires votent aux élections locales. Donc on n'est pas sur un principe qui serait... Mais, cela dit, moi je considère que la France a un vrai problème d'intégration qui est très compliqué, qui vient à la fois d'un échec urbain, d'une mauvaise... ou arriver dans des mauvaises conditions, le regroupement familial qui n'a pas fait l'objet d'un véritable accueil à l'époque, et que face à ce problème-là, cette main tendue me paraît moi tout à fait nécessaire. Est-ce qu'on doit faire ça en quelques heures lors d'une proposition de loi au Sénat, ou est-ce qu'il faudrait passer par un référendum sur cette question très importante ? J'allais dire peu importe. C'est quand même pas... le Parlement existe, il remplit sa fonction. On sent qu'on est quand même dans un clivage en pleine campagne électorale. Oui, alors, ça sert à ça, les campagnes, ça sert à débattre. Bon, je pense pas que le référendum soit nécessaire sur un sujet comme celui-là. Vous savez, c'est un débat qui existe aujourd'hui. Imaginons une seconde que ça soit voté, je vous garantis que vous n'entendrez plus jamais parler de ce sujet. C'est quand même pas à ce point vital. Mais est-ce que vous avez l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que c'est après le demi-échec ou le demi-succès, je me répète un peu, mais du discours de Toulon, qu'on met l'accent sur ce point-là pour essayer de relancer la candidature du président de la République, qui n'est toujours pas candidat, mais qui l'est quand même? D'abord, honnêtement, je ne sais pas s'il sera candidat. C'est pas une formule de style. C'est une décision lourde, grave, qu'il prendra. Tous les indices le laissent supposer. Oui, tous les indices le laissent supposer, mais moi, honnêtement, je n'en sais rien. Alors, est-ce que c'est une relance? Non. Pas franchement de rapport entre Toulon et ça. Je pense en revanche que un rapport avec Toulon, c'est ce qui se passe au Conseil européen. Et là, je dois vous dire que je suis, moi, extrêmement inquiet. C'est-à-dire ? Je suis inquiet parce que depuis le début de cette affaire, quand je parle de cette affaire, les déficits cumulés, la Grèce, l'Italie, la France, l'Allemagne, depuis le début de cette affaire, on ne comprend pas et on ne voit pas que face à cet excès d'endettement, il faut une nouvelle ressource. L'idée qu'on va simplement fédérer des pays en déficit pour faire une caisse commune de pays déficitaires... C'est le fonds, ça. Pour gérer ce déficit-là... C'est le fameux fonds spécial, ça. Oui. Bon. Je pense que c'est une erreur majeure, je le dis dans ce livre que j'écris à cette partie-là au début août, parce que ça a quoi comme conséquence? Vous n'avez pas de ressources nouvelles. Les pays sont obligés, la question n'est pas de rembourser la dette, la question c'est de financer les dépenses courantes. Bon. Il faut lever tous les mois des financements auprès de créanciers. Si vous n'êtes pas capable de dire, voilà, on a une ressource nouvelle,
Alors il y a plein de ressources nouvelles possibles. Taxe sur les transactions financières au niveau européen. Ça peut être une taxe sur le fuel des cargos, enfin le fuel embarqué dans les cargos, pour lequel d'ailleurs il y a un accord quasi mondial et personne ne s'y oppose vraiment. Ça peut être une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Enfin, il faut bien une ressource de l'ordre de 150 à 200 milliards par an, pérenne, sur 10 ans ça en fait 2000, pour absorber cette graisse, cet empattement des déficits publics européens. Il n'y a que deux solutions. C'est une solution de flux. C'est ou la BCE massivement, comme la Fed, comme la Banque d'Angleterre, ou un financement innovant complémentaire. Le reste, ça va amener, je l'avais écrit à l'époque, ça va amener à une dégradation de la zone euro. Et pour la France, je suis inquiet pour une double dégradation. Pourquoi ? Parce que je pense que nous ne tenons pas nos prévisions de déficit pour des raisons qui sont liées à la croissance. Pour ça que j'ai déposé une proposition de loi hier pour réduire notre déficit d'un peu plus de 20 milliards d'euros sans toucher aux ménages. Alors c'est vrai que vous aviez écrit ça dans votre livre, page 112-113 pour être très précis. À l'époque, on vous avait pris pour un fou, et vous le dites dans votre livre, la France est émiettée aujourd'hui, divisée. Qui pour la rassembler au mieux aujourd'hui ? Une méthode. Pas d'homme, une méthode. La méthode Borloo. Une méthode. Il faut bien avoir à l'esprit que, au fond, on fait une élection pour l'action de l'État, en réalité. Or, l'État, c'est quoi ? C'est 250 milliards d'euros. Les grands flux français ne sont pas gérés par l'État. Ils sont gérés par les partenaires sociaux. Formation professionnelle, logement, retraite, allocation familiale, santé, sont gérés par les collectivités locales. Et dans chacun de ces secteurs, en plus, vous avez un nombre incalculable d'intervenants. Je vous donne un exemple. On a un drame de la formation professionnelle et de la qualification des jeunes. Si vous ne mettez pas autour de la table sur ce grand programme républicain, tous les acteurs qui ne se parlent jamais, lycée professionnel, centre de formation des apprentis, chambre des métiers, chambre de commerce, collecteur de la taxe d'apprentissage, mais les IUT, les BTS, bref, tous les collectifs, les régions qui ont officiellement la compétence et l'État, vous n'avez aucune chance d'optimiser les moyens. L'autre jour, j'étais, je ne sais plus dans quel département, pas très loin de La Roche-sur-Yon, à 10 km, vous aviez un CFA qui était plein craqué, avec des jeunes qui se préparent au championnat du monde d'apprentissage, et à côté un lycée professionnel à 10 km qui avait des profs formidables. On comprend l'urgence des réformes, M. Borloo. Donc la question, c'est la méthode. La méthode, pas les hommes, mais c'est à destination de qui ce paquet fiscal ? Qui peut le récupérer ? Qui peut le prendre dans sa campagne ? Égal. Moi, ça vous est égal. Si je peux faire progresser je vais vous dire une chose. Je préfère mon pays à un clan dans cette affaire. Bon. Moi, je vous affirme une chose. L'idée que la France serait un système complètement centralisé, où, sans mobiliser tous les acteurs, vous réussissez les mutations dans lesquelles nous sommes, est une idée complètement folle. Et c'est sur cette mythologie que nous vivons. Mais pardonnez-moi de vous ramener à l'élection présidentielle, car après tout, nous sommes dans une émission qui s'appelle En route vers la présidentielle. Vous dites qu'à un moment, vous allez choisir le candidat qui vous va le mieux, mais vous avez travaillé, vous le racontez aussi, avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy, avec Dominique de Villepin, avec Jean-Pierre Raffarin, avec François Fillon, avec qui vous ne vous entendez pas, vous le dites, sur les sujets de fond. Donc maintenant, la question, c'est quand même de savoir cette méthode, ce livre, c'est à destination de qui ? Des Français, moi je l'écris pour les Français. Mais à un moment, il va bien falloir choisir, parce que nous-mêmes, on va choisir. Non, mais attendez. Michael, moi, tous ceux qui nous écoutent ce matin. Si l'idée c'est, je les regarde, personne ne change de méthode, je suis pas obligé de me prononcer. Vous pourriez vous abstenir. Donc c'est ça le sens de ne pas ajouter de la confusion à la confusion. Absolument. C'est qu'ils ne veulent pas adopter la méthode Borloo, donc je boude. Pardonnez-moi, je fais la promotion. Pas je boude, moi je veux dire, je donne six exemples et 6 règles d'or quand même extrêmement simples. Pourquoi la France, qui est un des pays d'Europe qui a la plus faible densité, qui a des maçons, des architectes, des entreprises, est en crise du logement depuis 30 ans. Il y a quand même quelques raisons. Regardez. Bon. On a un système qui est complètement émietté et pas du tout efficace. Bon, et c'est pas un problème de gauche ou de droite, ça, c'est une réalité. Cette méthode, on l'a appliquée pour la rénovation urbaine des banlieues, un programme de 43 milliards où il y a FO, la CGT, l'Europe, les régions, les départements, les villes, les agglomérations, l'État, une petite structure qui pilote tout ça.
en respectant chacun le 1% logement, j'avais oublié, la caisse des dépôts. Parce que quand vous voulez faire une action, il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Voilà. C'est absolument vital et indispensable. On a l'impression de vivre l'État contre les ou les collectivités contre l'État. C'est affolant. Est-ce que ça veut dire qu'à droite, il va falloir qu'il y ait non seulement qu'il va falloir que non seulement il y ait une réconciliation nationale, les quartiers, le CAC 40, mais qu'à droite, parce que vous restez un homme, disons, plutôt à droite, il va falloir que tout le monde, les Chiraciens, les radicaux, les anciennes équipes, les nouvelles équipes se rassemblent. Est-ce que c'est votre souhait? Est-ce que vous pourriez porter ce souhait? Non mais attendez, si c'est pour ramener des gens, des individus, pour faire un club ou pour faire un gouvernement, honnêtement, ça m'intéresse pas. Je vous parle d'un programme et d'une méthode. Non, ce qui peut être d'union nationale, c'est des programmes. Voilà. Moi, je pense que s'il faut bricoler quelques individus, ça s'appelle de l'ouverture. Je suis plutôt pour l'ouverture, c'est l'ouverture d'esprit, mais ça ne me paraît pas fondamental. Si on ne comprend pas que c'est cette méthode qu'il faut adopter, alors je pense que la France ira de mal en pis. Ce que propose François Bayrou, le gouvernement d'union nationale, vous n'y croyez pas non plus? Mais il propose rien, François Bayrou, il va être candidat à l'élection présidentielle. Il l'est depuis hier. Voilà, il est. Voilà, c'est le but de sa vie, c'est tout à fait respectable. Moi, j'aime bien François, mais c'est autre chose. Il y a quoi? Il n'y a pas de programme, quoi. Il est candidat, il n'a pas de programme. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que pour faire de l'action publique, il faut avoir une méthode, des objectifs et une majorité. Bon. Un président de la République, s'il a une majorité, c'est mieux. Et la majorité, ça se fait au Parlement. Bon. Pour le reste, moi j'ai de la sympathie personnelle avec François, avec qui j'ai travaillé. Je voudrais simplement vous donner une dernière nouvelle qui vient de tomber. La situation est grave, l'euro peut exploser, vient de dire celui qui est ministre des Affaires européennes, qui est Jean Leonetti. C'est vrai qu'on vit une journée très particulière et que le pessimisme est de mise ce matin. Attali a même dit que l'euro ne passerait pas l'hiver. Oui, je sais, je l'accueille demain au dîner de la République. Que je fais tous les ans, parce que c'est un enjeu. Et il a la gentillesse de venir débattre avec moi, enfin avec nous, pour essayer de comprendre. Non mais si vous voulez, on est en train d'essayer de régler des problèmes instantanés tant qu'on ne mettra pas une nouvelle ressource, Monsieur Durand. On peut sauver sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois, on ne réglera pas le problème. Voilà. Et là, tel que c'est parti, le couple Merkel-Sarkozy, sauf si... à tout faux, c'est ça que vous... Non, je ne dis pas ça, parce que d'abord, personne dans le monde ajuste. Les gouvernements sont tous en très grande difficulté. C'est trop facile d'essayer d'avoir des boucs émissaires dans une affaire comme celle-là. Je pense que s'ils sont capables de reparler de la taxe sur les transactions financières et de la sortir mi-janvier, en disant, dans un premier temps, on va l'affecter à ça, je pense que c'est gagné. Est-ce que c'est vrai que vous avez téléphoné à Dominique Strauss-Kahn, non pas pour parler de ses affaires, mais pour parler des questions économiques et sociales? Non, pas directement, mais par ami interposé. Et qu'est-ce qu'il vous a dit sur la situation d'aujourd'hui? Il fait le même constat que vous? Il est inquiet. Il est inquiet, mais j'ai pas, puisque je l'ai pas eu personnellement au téléphone, donc c'est par un tiers, je me garderai bien de parler à sa place. Il y a une chose qui est importante dans le livre, c'est tout le début où vous expliquez que non seulement vous êtes bien entendu avec les politiques, parce que c'était pas votre vie, vous étiez avocat, mais que de l'autre côté, ils vous l'ont pas toujours rendu. Notamment la classe politico-médiatique, Gainsbourg et Colombo font de la politique, dites-vous, à propos des caricatures qui vous ont caractérisé, mais qui vous ont visiblement aussi blessé, même si vous êtes tranquille ce matin. C'est pas que ça m'a blessé, j'ai juste constaté qu'ils ont toujours considéré que j'étais rentré en politique par effraction, que j'ai pas les codes, que je suis pas habillé comme eux, que et donc Fillon a dit de vous que vous étiez un zozo. Il m'a écrit une très belle lettre d'ailleurs. Pour vous jurer que c'était pas vrai, bien sûr. Pour jurer que c'était pas vrai. Il me l'a même fait porter par motard, pour tout vous dire. C'est chic. C'était à l'époque où le président voulait absolument que je sois ministre des Affaires étrangères, et je lui en 2010. Oui, 2010, et je lui dis que non, j'ai besoin de réfléchir, prendre du recul. Ouais, c'est tous les travaux que j'ai fait là. Et puis en désespoir de cause, je lui dis à un moment donné, bon, tu comprends, en plus, vous avez vu les noms d'oiseaux, mais c'était pas un argument, c'était, vous savez, une conversation comme ça, amicale. Puis 2 heures après, j'ai eu le bonheur de Alors votre rôle aujourd'hui... Encadrez-la. Voilà. Dernière question, Michael. Vigie de la démocratie, vigie de la République. Pardon? Votre rôle pour 2012, ce sera vigie de la démocratie. Oui, parce que, je vais vous dire, moi je n'ai rien à négocier.
je crois, un peu d'expérience, surtout sur des sujets compliqués, hein, l'emploi, le logement, l'habitat, le Grenelle, la mutation écologique et énergétique, des sujets absolument passionnants. Et comme, voilà, j'ai pas être dans une équipe en faisant un soutien en échange d'un portefeuille, quel qu'il soit, je suis pas à la retraite. parfaite. Non, mais je suis pas à la retraite, mais je suis passionné par des. Mais l'action publique, c'est génial. Oui, mais vous pouvez faire de l'action publique autrement que de la gouvernance. Ce que je veux dire, c'est que j'étais 9 ans ministre. Voilà, c'est pas faire 15 ans ou 20 ans. Bon. Donc, je suis parfaitement détendu et je dirais aux Français exactement qu'est-ce qui va me déterminer. Je vais vous le dire. C'est l'équipe dont j'aurais compris, qu'ils ont compris, non pas qu'on est là à la période des slogans, mais un vrai travail de dentelle pour nos gamins, pour les primaires, pour le logement et pour l'industrie. Merci Jean-Louis Borloo d'être venu ce matin. Le livre s'appelle Livre et engagé. Il est publié aux éditions Plomb. Bonne journée à vous. Bon dîner ce soir, Michael. À demain.